J'étais assise au troisième rang, regardant ma sœur descendre l'allée dans ma robe, mais le marié ne l'a jamais regardée. 10 minutes plus tard, à la réception, un homme a fait irruption et a révélé la vérité, faisant s'effondrer tout le mariage. 10 000 €. C'est exactement ce que cela m'a coûté pour m'asseoir au troisième rang d'une église et regarder ma propre sœur descendre l'allée dans ma robe de mariée sur mesure, droit vers mon fiancé. Mais voici le rebondissement ultime. Il ne la regardait pas. Je m'appelle Chloé et jusqu'à il y a 18 mois, je pensais avoir la vie parfaite. J'avais 28 ans, je travaillais comme graphiste principal à Chicago, et j'étais fiancé à Liam. Liam était ingénieur en structure, stable, fiable, et exactement le genre d'homme avec qui on construit des fondations. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous étions ensemble depuis 5 ans. Nous avons survécu à la distance quand il a été muté à Seattle pendant 1 an. Nous avons survécu à l'adoption d'un chien de refuge complètement déséquilibré nommé Buster, et nous étions censés survivre toute une vie ensemble. Et puis il y avait ma sœur cadette, Savannah. Savannah a 3 ans de moins que moi et a toujours été l'incontestable enfant chéri de notre famille. Tandis que j'étais la surdouée discrète qui a payé ses propres études universitaires, Savannah était l'aspirante influenceuse de style de vie qui vivait dans un appartement financé par nos parents, Salem et Brenda. Tout ce que Savannah voulait, Savannah l'obtenait. C'était une règle tacite dans notre foyer. Si j'avais un jouet, elle le voulait. Si j'avais un passe-temps, elle devait soudainement le maîtriser. J'ai toujours mis cela sur le compte de la rivalité fraternelle, sans jamais imaginer que sa convoitise toxique s'étendrait à l'homme que j'allais épouser. La trahison ne s'est pas produite dans l'ombre. C'était un lent et atroce accident de voiture que je n'ai somehow pas vu venir. Cela a commencé par de petites choses. Savannah s'intéressant soudainement de manière intense à l'architecture et envoyant constamment des textos à Liam pour des conseils sur un projet de design d'intérieur inexistant. Puis sont venus les dîners de famille où elle buvait un peu trop de vin et riait un peu trop fort à ses blagues, lui touchant légèrement l'avant-bras. Quand j'en ai parlé à Liam, il m'a traité de paranoïaque. Elle est juste amicale, Chloé. Elle va être ma belle-sœur, disait-il, en me regardant avec ses yeux bruns honnêtes auxquels je faisais entièrement confiance. La planification du mariage battait son plein. J'avais réservé le lieu de mes rêves, le domaine historique de Hawthorne, payé les acomptes non remboursables, et surtout, j'avais trouvé la robe. C'était une création sur mesure d'une boutique du centre-ville, ajustée par une charmante dame âgée nommée Madame Gable. Elle avait un décolleté en cœur, de délicates manches en dentelle qui ressemblaient à du sucre filé, et une traîne qui coulait comme de l'eau. C'était la perfection. J'ai découvert la vérité exactement 2 semaines après mon dernier essayage de robe. J'étais rentré plus tôt d'une conférence de travail à Denver. Buster, notre chien, était chez mes parents, donc l'appartement était censé être vide. Au lieu de cela, je suis entré dans mon propre salon pour trouver Liam et Savannah assis sur le canapé. Ils n'étaient pas physiquement enlacés, mais l'air entre eux était épais, lourd et électrique. Savannah pleurait. Liam avait la tête dans les mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en laissant tomber ma valise. Liam a levé les yeux, son visage livide. Il ne pouvait pas parler. C'est Savannah qui s'est levée, a essuyé ses larmes, et a porté le coup avec un calme terrifiant et répété. « Chloé, Liam et moi sommes amoureux, a-t-elle dit. Nous ne voulions pas que cela arrive. C'est juste arrivé. Et je suis enceinte. La pièce a tourné. Je me souviens avoir eu l'impression que le sol s'était complètement dissous sous mes pieds. 5 ans d'amour, de confiance et de rêves partagés, complètement vaporisés par ma propre chair et mon propre sang. J'ai regardé Liam, priant pour qu'il la traite de menteuse, qu'il dise que c'était une blague malade et tordue. Mais il a juste regardé le sol et a murmuré « Je suis tellement désolé, Chlo. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Je les ai mis tous les deux dehors cette nuit-là. Les retombées ont été catastrophiques, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Au lieu que ma famille se rallie à moi, ils ont serré les rangs pour protéger Savannah. Ma mère, Brenda, m'a appelé le lendemain matin, non pas pour me réconforter, mais pour gérer le désastre en matière de relations publiques. « Chloé, ma chérie, tu dois être la plus grande personne ici. » Ma mère a plaidé au téléphone, sa voix dégoulinant de cette douceur manipulatrice qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir ce qu'elle voulait. Savannah porte notre premier petit enfant. Liam veut faire ce qu'il faut et l'épouser.
Les acomptes sont déjà payés pour le domaine de Hawthorne, le traiteur, les fleurs, l'orchestre. Ce serait dommage de tout gâcher. Laisse-les reprendre le mariage. J'étais dégoûté. Ils ont volé ma vie, maman. Et maintenant tu veux qu'ils volent le jour de mon mariage. Ne sois pas dramatique, a ajouté mon père en arrière-plan. C'est juste une fête. Ta sœur a besoin de ça en ce moment. Je refuse de leur donner ma bénédiction. Mais légalement, les contrats pour le lieu et le traiteur étaient co-signés par mes parents. Ils ont simplement transféré les noms. Savannah obtenait mon lieu, mon menu et mes fleurs. Mais l'insulte finale, le poignard absolu dans le cœur, est arrivée 3 semaines avant leur mariage volé. Ma mère s'est présentée à mon nouvel appartement exigu avec un air de pur désespoir. Savannah, dans son état de grossesse délicat, faisait une dépression parce qu'elle ne trouvait pas de robe qui lui plaisait dans un délai si court. « Elle veut ta robe, Chloé ?» a dit ma mère, regardant partout sauf mon visage. Madame Gable dit qu'elle peut la retoucher pour accommoder le ventre. Nous te la rembourserons, bien sûr. S'il te plaît. C'est la famille. J'ai ri jusqu'à en pleurer. C'était si absurde, si profondément sociopathique que je ne pouvais même plus gérer la colère. Je suis allé dans mon placard, j'ai ouvert la housse à vêtements blanches immaculés, et je l'ai jetée aux pieds de ma mère. « Prends-la, ai-je dit, ma voix morte. Prenez tout. Mais sachez ceci, je viens à ce mariage. Je veux une place au premier rang pour assister à ce désastre. » Samedi 14 octobre, le jour où j'étais censé devenir Madame Liamet. Au lieu de cela, je me suis réveillé seul dans mon appartement d'une chambre, je me suis versé une tasse de café noir douloureusement fort, et j'ai commencé à me préparer pour assister à mon propre cauchemar. Les gens m'ont demandé plus tard pourquoi j'y suis allé. Pourquoi m'infliger ce genre de torture psychologique? Mes amis, en particulier ma meilleure amie Anna, qui avait renoncé à être la demoiselle d'honneur empruntée de Savannah en signe de protestation, m'ont supplié de ne pas y aller. Nous pourrions aller dans un spa, nous saouler, lancer des fléchettes sur une photo du visage de Liam, n'importe quoi sauf aller au domaine de Hawthorne. Mais je devais y aller. Si je restais à la maison, je serais l'ex-fiancé brisé et amer, pleurant dans le noir. J'avais besoin qu'ils me voient. J'avais besoin qu'ils me regardent dans les yeux et sentent le poids de ce qu'ils avaient fait. J'ai choisi ma tenue avec une précision mortelle. Je portais une robe longue vert émeraude sur mesure. Elle n'était pas blanche. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais elle m'allait comme un gant et faisait ressortir mes cheveux au burn. Je portais les boucles d'oreilles en rubis vintage de ma grand-mère, une touche de rouge à lèvres audacieux, et une armure d'apathie pure et simple. Quand je suis arrivé au domaine de Hawthorne, l'atmosphère a changé. Le bavardage des invités s'est tu alors que je traversais les jardins manucurés vers la zone des sièges en plein air. J'ai vu des visages familiers, des tantes, des oncles, des amis communs, tous me regardant avec un mélange écœurant de pitié et de fascination morbide. J'ai repéré tante Bite Béatrice, une femme notoirement directe qui avait ouvertement condamné mes parents pour ce cirque, me faisant un subtil signe de tête respectueux. J'ai contourné le placeur et me suis assise au 3e rang, directement sur l'allée du côté du marié. Liam était déjà à l'hôtel. Il portait le smoking gris anthracite que nous avions choisi ensemble. À côté de lui se tenait son témoin, son frère Greg, qui n'osait même pas croiser mon regard. Liam avait l'air pâle. Il ressemblait à un homme conduit à la potence, ajustant nerveusement ses manchettes, déplaçant son poids, scrutant la foule. Quand ses yeux se sont finalement posés sur moi, il s'est figé. Je n'ai pas lancé de regard noir. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste offert un petit sourire, terrifiant de calme. Il a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam se balançant, et a détourné rapidement le regard, son visage rougissant d'un cramoisi profond. Puis le quatuor à cordes a commencé à jouer. Canon en ré majeur. Ma chanson. Les invités se sont levés. Je suis resté assise un moment de plus que tout le monde juste pour marquer le coup avant de me lever lentement. Au fond de l'allée se tenait mon père, l'air douloureusement fier, et Savannah. Quand je l'ai vue, un rire étrange et hystérique a bouillonné au fond de ma gorge. Elle portait ma robe, mais elle ne ressemblait plus à ma robe. Savannah est plus petite que moi et a une morphologie complètement différente. Même avec les retouches d'urgence de Madame Gable. La robe semblait fondamentalement fausse sur elle.
Les délicates manches en dentelle qui devaient gracieusement couvrir les épaules étaient tendues sur ses bras. Le corsage, forcé de s'adapter à sa grossesse précoce, avait complètement perdu sa structure élégante, paraissant assez lourd. La traîne traînait maladroitement parce qu'elle avait refusé de la faire ourler. Voulant l'effet dramatique complet, elle ressemblait à une enfant jouant à se déguiser dans le placard de sa mère. Elle a commencé sa marche dans l'allée, rayonnante, s'imprégnant de l'attention comme une éponge. Elle avait l'air si triomphante, si absolument convaincue d'avoir gagné le prix ultime. Mais c'est alors que le rebondissement s'est produit. J'ai déplacé mon regard de l'imposteur en blanc vers l'autel. Je voulais voir le visage de Liam alors que sa fiancée s'approchait. Je m'attendais à voir des larmes de joie, ou peut-être ce regard d'admiration que les mariés ont dans les films. Au lieu de cela, j'ai vu un homme en plein effondrement psychologique interne. Alors que Liam regardait Savannah marcher vers lui dans ma robe, la réalité de la situation l'a visiblement frappé comme un train de marchandises. La robe n'était pas juste un vêtement. C'était un fantôme. C'était la manifestation physique de la femme avec qui il avait réellement passé 5 ans à construire une vie. Il a vu la dentelle dont nous avions parlé. Il a vu la silhouette qui était destinée pour moi. Savannah était à mi-chemin de l'allée, son sourire vacillant légèrement alors qu'elle remarquait que Liam ne souriait pas en retour. Les yeux de Liam se sont détournés du visage de Savannah, il a regardé au-delà d'elle. Il a regardé au-delà de mon père, ses yeux se sont fixés sur les miens, debout à quelques mètres de là, au 3e rang. Et à ce moment-là, toute la façade s'est effondrée. Il n'y avait pas d'amour dans ses yeux quand il me regardait. Il y avait une terreur pure et simple, enveloppée d'un regret suffocant. Son masque a complètement glissé. J'ai vu le flash des souvenirs passer derrière ses yeux. Notre appartement, notre chien, nos dimanches matins tranquilles, la vie qu'il avait jetée pour un frisson passager et une grossesse non planifiée. Il me regardait comme s'il se noyait, et j'étais le seul radeau de sauvetage dans l'océan. Mais j'étais debout en sécurité sur le rivage, les mains dans les poches, le regardant couler. Savannah a atteint l'autel. Mon père a placé sa main dans celle de Liam. Liam a physiquement tressailli. Il ne l'a pas regardé en prenant sa main. Il a gardé les yeux fixés fermement sur le sol, sa respiration courte. Savannah, clairement agitée par son manque d'enthousiasme, lui a serré la main brusquement, chuchotant quelque chose entre ses dents serrées. L'officiant, un professionnel engagé qui n'avait aucune idée du drame radioactif qui se déroulait devant lui, s'est raclé la gorge et a commencé, « Cher bien-aimé, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à l'union de Liam et Savannah. » La cérémonie a été un désastre de tension inexprimée. Au moment des vœux, la voix de Liam tremblait si fort qu'il a dû recommencer 2 fois. Sa voix était creuse. Savannah, d'un autre côté, a prononcé ses vœux comme si elle auditionnait pour un feuilleton de jour. Fort et excessivement dramatique, jetant continuellement des regards de côté dans ma direction pour s'assurer que je regardais. Je regardais. Absolument. Je regardais un homme réaliser qu'il s'était piégé dans une prison de sa propre fabrication. Mais ce qu'aucun de nous ne savait, ni moi, ni Liam, ni mes parents complices, c'est que la véritable explosion n'avait même pas encore eu lieu. La robe n'était que l'apéritif. Savannah avait apporté une bombe nucléaire à son propre mariage, et le compte à rebours menait à la réception. La réception se tenait dans la grande salle de bal du domaine de Hawthorne, un espace à couper le souffle avec des lustres en cristal, des fenêtres du sol au plafond, et une piste de danse en chêne poli. C'était exactement comme je l'avais conçu jusqu'au dernier rond de serviette. Les centres de tables floraux, des cascades d'orchidées blanches et de lierre vert foncé, étaient mes sélections. Les cocktails signatures circulant sur des plateaux d'argent étaient ceux que Liam et moi avions passé un après-midi à déguster. Être là, c'était comme errer dans une exposition de musée de mon propre avenir volé. Savannah, dans une démonstration spectaculaire de mesquinerie, m'avait assigné à la table 19. Elle était nichée dans le coin le plus sombre de la pièce, coincée agressivement entre les portes battantes de la cuisine et le passage vers les toilettes. Mes compagnons de table se composaient de notre cousin au 2e degré socialement maladroit, Toby, qui n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien toutes les 5 minutes, et de 3 parents éloignés de Liam, qui n'avait clairement pas été informé du drame familial et n'arrêtait pas de me demander comment je connaissais la mariée. Je suis sa sœur, ai-je répondu nonchalamment à une grand-tante perplexe. Et l'ex-fiancé du marié. Le saumon est excellent, n'est-ce pas? L'atmosphère dans la pièce était cassante.
On pouvait sentir l'anxiété collective émanant des invités. La première danse était angoissante à regarder. Liam bougeait comme un homme de fer blanc rouillé, tenant Savannah à une distance polie tandis qu'elle surcompensait en adressant un sourire de 1000 watts au vidéaste du mariage. Mes parents, Salem et Brenda, parcouraient la salle comme des politiciens en pleine gestion de crise, riant trop fort et soulignant continuellement l'éclat de grossesse de Savannah pour détourner l'attention de la misère palpable du marié. Puis vinrent les discours. Greg, le témoin, a prononcé un toast concis de 2 minutes qui ressemblait plus à un rapport trimestriel d'entreprise qu'à une célébration de l'amour. Il leur a souhaité santé et efficacité et est pratiquement retourné en courant à sa place. Mon père a suivi, livrant un monologue décousu et émotionnel sur la façon dont Savannah avait toujours été sa petite princesse qui méritait un conte de fées. J'ai pris une lente gorgée de mon champagne, sentant les bulles piquer le fond de ma gorge. C'est pendant les toasts ouverts, une tradition de mariage dangereuse dans les meilleures circonstances, que l'atmosphère est passée de inconfortable à nucléaire. Le DJ, un type nommé Wyatt, qui semblait bien trop jeune pour gérer une foule aussi hostile, a demandé si quelqu'un d'autre voulait le microphone. Pendant un instant, il n'y eut que le cliquetis de l'argenterie. Puis, les lourdes portes en chêne à l'arrière de la salle de bal se sont ouvertes en claquant. Le son a résonné au-dessus du murmure silencieux de la pièce. Toutes les têtes se sont tournées. Dans l'embrasure de la porte se tenait un homme qui n'avait clairement pas sa place à un événement en tenue de soirée. Il portait une veste en cuir délavé, un jean foncé et des bottes qui semblaient avoir vu l'intérieur de tous les bars mal famés de Chicago. Il était grand, d'une beauté sauvage et chaotique, et furieux. Je savais exactement qui il était. Il s'appelait Cameron Davis. C'était un barman et musicien en herbe que Savannah fréquentait de manière intermittente depuis 2 ans. Mes parents le détestaient absolument parce qu'il n'avait pas de fonds en fiducie ou de diplôme prestigieux, et Savannah le traitait terriblement, le faisant marcher chaque fois qu'elle avait besoin d'un coup de pouce à son ego. Cameron n'a pas attendu d'être escorté. Il a marché droit devant le placeur horrifié, ses yeux fixés sur la table d'honneur où Savannah était assise. Le visage de Savannah s'est vidé de toute couleur. Elle est devenue complètement blanche, se fondant dans la mousseline de soie massacrée de ma robe de mariée volée. Elle s'est levée d'un bond de sa chaise. « Sécurité !» a-t-elle crié, sa voix se brisant de panique. « Sortez-le d'ici tout de suite. » Mais Cameron était déjà à la cabine du DJ. Il a arraché le microphone sans fil des mains de Wyatt avant que le pauvre gamin ait pu même comprendre ce qui se passait. « Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne reste pas pour le gâteau. » La voix de Cameron a retenti à travers les haut-parleurs de la salle de bal, rauque et dégoulinante de venin. La pièce entière est tombée dans un silence de mort, paralysé. Même le personnel de service s'est figé avec des plateaux de bœuf Wellington dans les mains. Cameron s'est tourné pour faire face à la foule, brandissant une épaisse enveloppe Kraft. « Je voulais juste déposer un petit cadeau de mariage. Voyez-vous, Savannah m'a dit qu'elle coupait les ponts avec moi il y a quelques mois parce qu'elle avait enfin mis la main sur un type avec un vrai salaire. » Il a pointé directement Liam, qui le fixait avec une confusion totale. « Félicitations pour la promotion, mon pote. » « Éteignez ce micro », a crié ma mère en se précipitant vers l'avant. Mais Cameron l'a simplement évité. « Mes histoires drôles », a poursuivi Cameron, sa voix montant de colère. « Il y a quelques semaines, Savannah est venue à mon appartement en pleurant. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un prélèvement buccal, m'a dit que c'était pour un truc d'antécédents médicaux pour le bébé. Je ne suis pas idiot. Je sais ce qu'est un test de paternité prénatale non invasif. Elle a payé pour le traitement express VIP parce qu'elle avait besoin de savoir avec certitude avant de descendre l'allée aujourd'hui. » Le silence dans la pièce était si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. « Elle m'a dit que les résultats prouvaient que le bébé était de Liam et elle m'a donné 10 000 pour que je perde son numéro, » a dit Cameron, sa voix se brisant légèrement avant de se durcir à nouveau. Mais Savannah a toujours été négligente. La clinique a envoyé les résultats par courriel au contact de secours. Moi. Il s'est approché de la table d'honneur, a claqué l'enveloppe Kraft en plein centre du gâteau de mariage intact de Savannah, et s'est penché une dernière fois vers le microphone. « Tu peux garder les 10 000, Savannah, mais tu ne m'enlèveras pas mon enfant. On se voit au tribunal des affaires familiales. » Il a lâché le micro. Il a heurté le sol avec un grincement de l'arsène assourdissant qui a fait grimacer la moitié de la salle. Cameron s'est retourné et est sorti exactement comme il était entré,
laissant une annihilation totale dans son sillage. Pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 10 ou 15 secondes, la grande salle de bal du domaine de Hawthorne était un musée du choc. C'était un tableau de dévastation pure et simple, figé dans le temps. Le grincement assourdissant du Larsen du microphone semblait encore résonner dans les chevrons, sonnant aux oreilles de 200 invités sans voix. Personne n'osait bouger. Le personnel de service se tenait complètement paralysé. Des plateaux de champagne cher et de délicats hors-d'œuvre en suspens dans les airs. Le quatuor à cordes dans le coin avait brusquement cessé de jouer, l'archet d'un violoncelliste planant à quelques centimètres des cordes. Tout ce que l'on pouvait entendre était le faible bourdonnement mécanique de la climatisation industrielle et la respiration haletante et paniquée de ma sœur à la table d'honneur. L'épicentre de la destruction était le gâteau de mariage à la vanille de 4 étages que j'avais choisi avec soin des mois auparavant. Posée en plein milieu de ces fleurs immaculées en crème au beurre se trouvait l'enveloppe Kraft. Elle ressemblait à un objet étranger et sale, une grenade déjà dégoupillée. Puis tout est revenu à la normale. Liam a tendu la main vers l'enveloppe. Ses mouvements étaient lents, instables, comme quelqu'un se réveillant d'un cauchemar dont il ne pouvait pas s'échapper complètement. Sa main tremblait en saisissant le papier épais. Liam, non. La voix de Savannah a déchiré le silence, rauque et désespérée. Elle s'est jetée sur la table, se démenant pour l'attraper. Dans sa panique, sa manche en dentelle s'est accrochée à un verre en cristal. Il s'est brisé, le tissu se déchirant brusquement, mais elle n'a même pas bronché. Ne le lis pas. Il ment. Il a tout inventé. Liam n'a pas répondu. Il l'a repoussée avec aisance, reculant comme si elle n'existait plus. Sans hésitation, il a déchiré l'enveloppe, étalant du glaçage de gâteau sur le document à l'intérieur. De ma place dans l'ombre, j'ai observé son visage. Je connaissais chacune de ses expressions, chaque scintillement d'émotion. Mais ceci, c'était différent. C'était l'effondrement. Ses yeux ont parcouru la page, puis la suivante. La confusion est venue en premier, son front se plissant comme si les mots refusaient d'avoir un sens. Puis le doute, son regard se tournant vers Savannah, cherchant quelque chose, n'importe quoi pour réfuter ce qu'il voyait. Mais tout ce qu'il a trouvé, c'est la peur, et cela a suffi. La vérité l'a frappé d'un seul coup. La couleur a quitté son visage, le laissant creux, presque translucide. L'enfant n'était pas le sien. Tout ce qu'il avait justifié, chaque choix, chaque trahison était construit sur un mensonge. Il n'était pas un homme faisant ce qu'il fallait. Il était un imbécile qui avait été joué. Le papier a glissé de ses doigts, atterrissant parmi l'eau renversée et le verre brisé. Liam, s'il te plaît. Savannah s'est effondrée à genoux, s'agrippant à lui. Le mascara coulait sur son visage, tachant la robe ruinée. Je peux expliquer. Je pensais que c'était le tien. Je le jure. Je t'aime. Mais Liam n'a pas bougé. Il est resté là, fixant le vide alors que son monde s'effondrait silencieusement. Je ne suis pas ton mari, a dit Liam. Sa voix n'était pas un cri. C'était un murmure creux et terrifiant qui a somehow traversé la salle silencieuse. Il l'a regardée avec un niveau de révulsion si profond que mon propre estomac s'est noué. Il l'a regardée comme si elle était un insecte venimeux qui avait rampé sur sa chaussure. Il a porté la main à son revers, ses doigts trouvant la boutonnière d'orchidée blanche, celle que j'avais choisie. Il l'a arrachée, faisant un petit trou dans le tissu cher du smoking, et l'a laissée tomber directement sur les genoux de Savannah. Ne me contacte plus jamais. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de texto. Ne t'approche pas de moi. Il a tourné le dos à sa fiancée en larmes et a commencé à s'éloigner. Mais mon père, Salem, est soudainement sorti de son propre choc. Son visage est devenu d'un pourpre profond et dangereux. Il a contourné la table, bombant le torse, désespéré de maintenir l'illusion de contrôle sur laquelle il avait bâti toute son identité. Liam, mon fils, attends une minute, a aboyé Salem, utilisant sa voix autoritaire de salle de conseil. Il a tendu la main pour saisir l'épaule de Liam. Allons tous dans la suite nuptiale privée et discutons de cela comme des hommes rationnels. Nous pouvons gérer cela discrètement. Touche-moi, Salem, et je jure devant Dieu que je te ferai arrêter pour agression. Liam a grogné, se retournant brusquement, sa voix finalement craquée de rage pure et simple. Le venin dans son ton était comme un coup physique.
Mon père a effectivement reculé, ses mains se levant en signe de reddition, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson échoué. Toi et ta fille psychopathe pouvaient pourrir. Liam s'est retourné et a commencé sa longue marche au centre de la salle de bal, se dirigeant droit vers les massives portes en chêne par lesquelles Cameron était parti. La mère d'invité s'est physiquement écartée pour lui, les gens rapprochant leurs chaises pour éviter d'être près de son rayon d'explosion. En approchant du fond de la salle, il a dû passer devant la table 19, ma table. Il s'est arrêté. L'élan de sa sortie furieuse s'est complètement interrompu. Il a baissé les yeux vers moi, assise dans ma robe vert émeraude, nichée dans l'ombre. Pendant un long moment silencieux, le reste de la pièce a disparu. Il n'y avait que nous deux, nous regardant à travers les décombres qu'il avait créés. Il avait l'air complètement brisé. La confiance arrogante de l'homme qui s'était assis sur mon canapé des mois auparavant, expliquant calmement qu'il était amoureux de ma sœur, avait complètement disparu. Ses yeux étaient rouges, nageant dans une réalisation terrifiante et suffocante de ce qu'il avait jeté. Il a ouvert la bouche, sa mâchoire tremblante. J'ai vu l'excuse se former sur ses lèvres. J'ai vu l'appel désespéré et noyé pour une bouée de sauvetage. Je ne lui en ai pas donné. Je n'ai ni souri ni froncé les sourcils. D'une main terrifiante de stabilité, j'ai lentement levé mon verre de champagne à moitié vide. J'ai incliné le verre vers lui dans un toast silencieux et moqueur, j'ai pris une lente gorgée, et j'ai soutenu son regard avec des yeux de glace absolue. La finalité de ce regard a détruit la force qui lui restait. Ses épaules se sont affaissées, un sanglot rauque s'est échappé de sa gorge, et il a rompu le contact visuel, consumé par sa propre honte, il a poussé les portes battantes et a disparu dans la fraîche nuit d'octobre. À la seconde où les lourdes portes se sont refermées derrière lui, le sortilège sur la salle de bal s'est rompu. Le silence s'est brisé en un million de morceaux d'énergie chaotique et frénétique. La pièce a explosé. Tante Bite Béatrice, assise à 2 tables de moi, a frappé la table de sa main et a aboyé à un serveur qui passait. Apportez-moi un double gin tonic tout de suite. J'ai besoin d'un verre pour accompagner ce spectacle. À la table d'honneur, Brenda criait. Elle hurlait à Wyatt le DJ de mettre de la musique, hurlait au personnel de service de débarrasser la salle, et hurlait à mon père de faire quelque chose. Savannah était toujours par terre, recroquevillée en position fétale, hurlant dans le tissu ruiné de ma robe de mariée, sa vie d'influenceuse soigneusement organisée se réduisant en cendres autour d'elle. Les invités chuchotaient frénétiquement, sortant leur téléphone pour envoyer des textos à tous ceux qu'ils connaissaient, prenant des photos furtives du désastre. J'ai posé mon verre de champagne sur la table. Le spectacle était terminé, et le méchant venait de faire sa dernière révérence. Je me suis levé calmement, j'ai lissé la jupe de ma belle robe verte et j'ai pris ma pochette. Je me suis penché et j'ai déposé un baiser sur la joue en sueur et terrifié du cousin Toby. Profite du bœuf Wellington, Toby, ai-je chuchoté. J'ai tourné le dos à ma mère qui criait, à ma sœur qui sanglotait, et à mon père humilié, et je suis sorti de la salle de bal. Quand j'ai poussé les lourdes portes en bois et que je suis sorti dans l'air frais et vif de l'automne, j'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois en 18 mois, l'air avait un goût incroyablement doux. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le son du chaos s'estompant en arrière-plan, et je suis parti dans la nuit. On dit que bien vivre est la meilleure des vengeances. Mais celui qui a inventé cette phrase a gravement sous-estimé la pure satisfaction enivrante de s'asseoir et de regarder le karma démanteler méticuleusement une dynamique familiale toxique, brique par brique. Pendant des mois, j'avais survécu grâce à de l'adrénaline pure et à une indignation vertueuse. Mais après avoir fermé la porte à Liam ce soir pluvieux, m'éloignant de l'interphone qui bourdonnait, quelque chose en moi a changé de manière permanente. Le brouillard lourd et suffocant de la trahison qui pesait sur ma poitrine depuis le jour où je les ai trouvés dans mon salon s'est finalement évaporé. Je n'étais pas seulement libéré d'un fiancé infidèle et sans colonne vertébrale. J'étais libéré de tout l'écosystème tordu de ma famille. J'avais joué à un jeu truqué toute ma vie. Et j'ai finalement réalisé que la seule façon de gagner était de renverser le plateau de jeu et de partir. J'ai investi chaque once de mon énergie restante dans ma carrière. La colère qui m'empêchait de dormir la nuit est devenue un carburant. 2 mois après le non-mariage désastreux, mon agence était en compétition pour une campagne de rebranding massive pour une start-up de la Silicon Valley s'implantant à Chicago. J'ai dirigé la présentation. J'ai travaillé 80 heures par semaine, canalisant mon hyper-concentration dans les designs. Nous n'avons pas seulement remporté le compte, nous l'avons dominé. Ma patronne,
une femme dure comme fer qui faisait rarement des compliments, m'a convoqué dans son bureau et m'a promue directrice de la création sur le champ. Avec mon nouveau salaire et un bonus substantiel, j'ai complètement coupé mes derniers liens avec la vie que j'avais prévue avec Liam. J'ai déménagé de mon appartement exigu et déprimant d'une chambre et j'ai acheté un magnifique loft historique dans le West Loop. Il comportait des murs en briques apparentes, des poutres en bois et d'immenses fenêtres du sol au plafond. Buster, mon chien de refuge chaotique, a revendiqué la meilleure place ensoleillée sur le tapis marocain dès le premier jour. C'était un sanctuaire que j'ai construit entièrement par moi-même, non souillé par les souvenirs de quiconque. Pendant ce temps, l'univers recouvrait agressivement et impitoyablement ses dettes auprès de tous ceux qui m'avaient fait du tort. La chute de ma sœur, Savannah, a été une masterclass en humiliation publique. La vidéo divulguée du discours de Cameron où il lâche le micro à la réception n'est pas seulement restée sur quelques flux locaux. C'est devenu une sensation virale. Une chaîne de drame de premier plan sur YouTube l'a reprise, analysant chaque pixel du visage horrifié de Savannah et de la sortilège de Liam. Internet l'a surnommée sans relâche la mariée à la robe volée. Les sections de commentaires sur son Instagram, autrefois remplies de louanges sycophantiques, sont devenues un véritable champ de bataille. Les utilisateurs ont disséqué son style de vie organisé, dénonçant la cruauté pure de voler le fiancé et la robe de sa sœur pour ensuite essayer de le piéger avec le bébé d'un autre homme. Les parrainages d'influenceurs qui finançaient sa vanité se sont évaporés du jour au lendemain. Les marques de soins de la peau de luxe et les entreprises de thé biologique l'ont lâché instantanément, invoquant des clauses de moralité et le désir de se distancier de la controverse. Dépouillée de sa façade glamour, Savannah a été forcée de faire face à une réalité brutale. Cameron, fidèle à sa parole, n'a pas simplement disparu dans la nuit. Il a engagé un avocat étonnamment compétent et l'a traîné devant le tribunal des affaires familiales pour la garde partagée. Comme mes parents avaient épuisé leur liquidité dans le désastre non remboursable du domaine de Hawthorne, ils ne pouvaient pas se permettre les avocats requins très puissants sur lesquels ils comptaient habituellement pour se sortir des ennuis. Cameron a gagné facilement. Savannah, l'enfant chéri qui pleurait si un barista utilisait du lait d'amande au lieu de lait d'avoine, était maintenant lié à l'homme qu'elle avait publiquement traité de pauvre minable. J'ai entendu dire, par l'intermédiaire du cousin Toby qui adorait m'envoyer des mises à jour non sollicitées par texto, que Savannah a été forcée de trouver un vrai travail pour payer ses frais de justice et ses dettes de carte de crédit croissant. Elle travaille actuellement comme réceptionniste dans une clinique dentaire à fort volume en banlieue. Elle passe 40 heures par semaine à porter des blouses marron informes, à répondre au téléphone, et à se faire crier dessus par des patients irritables ayant mal aux dents. Il n'y a pas de projecteurs annulaires, pas de colis de relations publiques gratuits, et pas de piédestaux dorés. Juste la dure lumière fluorescente de la réalité. Mes parents, Salem et Brenda, ne s'en sont pas beaucoup mieux sortis. Leur exil social dans leur communauté aisée et obsédée par le statut a été absolu et implacable. On peut survivre à beaucoup de scandales dans la haute société, mais on ne peut pas survivre en étant publiquement humilié et financièrement déjoué par un barman de bar mal famé en veste de cuir. La honte leur collait à la peau comme une mauvaise odeur. Brenda a été discrètement mais fermement priée de se retirer du comité de planification caritative d'élite du country club. Les chuchotements les suivaient partout. Des amis qu'ils connaissaient depuis des décennies ont soudainement cessé de répondre à leurs appels. Les invitations à dîner se sont complètement taries. La réalité financière de leur choix les a frappés encore plus durement. Le domaine de Hawthorne, le traiteur 5 services, le bar ouvert haut de gamme, les arrangements floraux importés, tout était complètement non remboursable. Combiné aux frais de justice de Savannah et à la destruction absolue de leur statut social, ils ne pouvaient pas maintenir leur style de vie. Ils ont été contraints de réduire leur train de vie de manière humiliante. Ils ont vendu la massive et tentaculaire maison d'enfance où j'ai grandi et ont vendu aux enchères la moitié de leurs meubles anciens. Ils ont déménagé dans un condominium beaucoup plus petit et standard dans une banlieue de classe moyenne complètement différente où personne ne connaissait leur nom, s'effaçant ainsi de la carte qu'ils avaient l'habitude de dominer. Et puis il y avait Liam. Après sa tentative pathétique à l'interphone, il a essayé de me contacter 3 fois de plus. Il a envoyé un énorme bouquet de roses blanches à mon bureau, que j'ai rapidement donné au concierge de l'immeuble. Il a écrit une lettre manuscrite désespérée de 6 pages détaillant son momentané manque de jugement et implorant une seconde chance, que j'ai utilisée pour tapisser le fond de la caisse de Buster. Quand il a finalement réalisé que mon silence était un mur permanent, il a sombré. Il avait emménagé dans un complexe d'appartements d'entreprise stérile et déprimant,
noyé sous les dettes de la rupture de bail de la maison de ville de luxe qu'il avait louée pour sa famille volée. Mais le vrai coup est venu de sa carrière. L'entreprise de génie civil pour laquelle il travaillait était une société soudée de la vieille école où la réputation et l'intégrité étaient primordiales. Bien que ses patrons ne pouvaient pas techniquement le licencier pour sa vie personnelle désastreuse, le manque de respect de ses collègues est devenu un nuage toxique auquel il ne pouvait pas échapper. Il avait prouvé qu'il était un homme qui trahirait froidement sa partenaire de 5 ans, accepterait aveuglément d'élever un enfant sans poser une seule question, puis s'enfuirait au premier signe d'embarras public. Personne ne voulait s'associer avec lui sur des projets. Personne ne l'invitait au verre après le travail. Incapable de gérer l'environnement hostile de sa propre création, Liam a finalement démissionné. Il a déménagé dans une entreprise plus petite et moins prestigieuse dans une ville morne de l'Ohio, acceptant une baisse de salaire massive juste pour échapper aux fantômes de Chicago. Il est parti les mains vides, sans femme, sans fiancé, sans respect et sans avenir. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis plus d'1 an. J'ai changé de numéro de téléphone, bloqué agressivement leur courriel et établi des limites en acier renforcé. Pas plus tard que la semaine dernière, je faisais un peu de ménage de printemps dans mon loft quand j'ai trouvé la housse à vêtements rangée tout au fond de mon dressing. Je l'ai ouverte et j'ai sorti la robe en mousseline de soie sur mesure. C'était un spectacle tragique. Elle était encore tachée du fond de teint orange lourd de Savannah sur le col, et les délicates manches en dentelle étaient définitivement déformées et déchirées d'avoir été étirées sur ses bras. C'était la victime physique d'une guerre que je n'avais jamais demandé à mener. Mais alors que j'étais là, au soleil, passant mes doigts sur le tissu ruiné, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ne ressentais absolument rien. La robe n'était que du tissu. Je l'ai emballée dans une boîte en carton et je l'ai apportée à une compagnie de théâtre communautaire locale. Ils m'ont dit qu'ils montaient une production avant-gardiste et sombre de Frankenstein et qu'ils avaient désespérément besoin d'une robe ruinée et d'apparence tragique pour la fiancée du monstre. J'ai souri, j'ai remis la boîte et je leur ai dit que c'était absolument parfait. J'ai 30 ans maintenant. Je suis assise sur mon canapé en velours, buvant une tasse parfaite de café de presse française, et regardant l'horizon de Chicago. J'ai perdu un fiancé, une sœur et une paire de parents. Mais ce que j'ai gagné était bien plus précieux que tout ce qu'ils m'ont pris. J'ai gagné une paix absolue et inébranlable. Et honnêtement, je n'ai jamais été plus heureuse.